Bonsoir à tous, bienvenue. Le bras de fer se durcit en Côte d'Ivoire. L'opposition ne reconnaît pas la réélection du président sortant et crée un conseil national de transition. L'État annonce des poursuites judiciaires. Plusieurs opposants ont été interpellés. On fera le point dans ce journal. Le CNT qui crée la polémique au sein de la classe politique fait-il écho chez les populations? Si pour certains il risque de réveiller des vieux démons, pour d'autres il faut privilégier le dialogue. Et puis la présidentielle aux États-Unis, le dépouillement se poursuit et pourra prendre plusieurs jours. Joe Biden est en tête pour l'instant. Sur le plateau avec nous, un spécialiste des relations internationales. Au lendemain de l'annonce par la commission électorale indépendante de la réélection du président sortant Alassane Ouattara, l'opposition persiste à ne pas reconnaître cette élection et cette victoire. Elle a créé un conseil national de transition en vue d'organiser des élections selon ses termes, justes, transparentes et inclusives. Un complot contre l'autorité de l'État, réagit le gouvernement ivoirien qui annonce des poursuites judiciaires. Ce mercredi, un communiqué d'un collectif d'avocats d'Henri Conan-Bédier dénonçait une tentative illégale d'arrestation de leur client. Pierre Dipomela. La situation s'est durcie depuis ce mardi à Abidjan. Alors que la commission électorale indépendante proclame le président sortant Alassane Ouattara réélu au premier tour du scrutin présidentiel, l'opposition annonce la mise sur pied d'un conseil national de transition dirigé par Henri Conan-Bédier. Une déclaration considérée par le gouvernement comme un attentat et un complot contre l'autorité de l'État. Cette déclaration, ainsi que les violences perpétrées suite au boycott actif, constituent des actes d'attentat et de complot contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. Ces faits sont prévus et punis par la loi pénale. Condamnant avec la plus grande fermeté cet acte de sédition, le gouvernement a saisi le procureur de la République près du tribunal de première instance d'Abidjan afin que soient traduits devant les tribunaux les auteurs et les complices de ces infractions. Quelques heures après cette mise en garde du garde des Sceaux, les forces de l'ordre se déploient autour des résidences d'Henri Conan-Bédier notamment et de Pascal Affi-N'Guessan. Les promoteurs de la transition sont assignés à résidence, d'autres interpellés et interrogés. Le message est clair, freiner toute tentative de sédition. Autre fait post-électoral marquant des attaques sporadiques et asymétriques visant des membres du gouvernement. 3 cortèges de ministres ont déjà essuyé des tirs d'inconnus faisant des morts. La psychose s'emparant des populations. Une psychose entretenue par les menaces du patron du GPS, exilé en France, qui à coups de tweets ou posts sur les réseaux sociaux annonce une transition politique de gré ou de force. Quant au candidat malheureux Kwadjo Konan-Bertin, il a reconnu sa défaite et invité le chef de l'État fraîchement réélu à favoriser le dialogue. 48 heures après la proclamation des résultats provisoires du scrutin présidentiel par la CEI, le Conseil constitutionnel de son côté a ouvert les réclamations. Elles partent du mercredi 4 au dimanche 8 novembre 2020. Les candidats à l'élection présidentielle ont donc 4 jours pour saisir cette juridiction en cas de réclamation. Cette victoire écrasante dès le premier tour du président sortant, selon les chiffres provisoires de la commission électorale indépendante, 94,27%, deuxième score historique dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Un score rendu possible, il faut le rappeler, suite à l'appel au boycott actif de 2 candidats majeurs à l'élection présidentielle. À Bandoukou et Tanda, les partisans du président Alassane Ouattara étaient nombreux dans les rues pour manifester leur joie. Pierre Dipomela. Coups de klaxon et clameurs dans les rues de Bandoukou et de Tanda pour célébrer la réélection du président Alassane Ouattara. Bien avant, c'est dans les QG de campagne que les militants ont suivi la proclamation des résultats par la CEI. C'est carrément la satisfaction, la grande joie, parce que les pourcentages au-dessus de 80, qui tendent vers 90, je crois que c'est l'expression de l'attachement de toute la population du Gontogo au programme du président Alassane Ouattara. Je suis très contente. Vous ne pouvez pas imaginer ma joie de savoir que celui que j'ai voté, qui est le président Alassane Ouattara, il est élu à plus de 90%.
Vraiment, je suis contente. Ils ont ensuite lancé la parade à travers la ville. Une célébration qui a duré toute la nuit sous le regard satisfait du ministre Adjoumani. Les populations sortent pour savourer leur victoire. Cela est d'autant plus important que nous avons voté et la même population qui est sortie pour voter est encore ici cette nuit pour saluer la victoire. Nous sommes heureux, nous sommes fiers de notre candidat qui vient de gagner ces élections de façon propre. C'est très tôt, au matin du mardi, que la commission électorale indépendante a proclamé la réélection du candidat du RHDP Alassane Ouattara avec 94,27% des suffrages. Les deux autres candidats qui ont appelé à un boycott actif de l'élection présidentielle ont annoncé, vous le savez, la création d'un conseil national de transition que le gouvernement condamne avec fermeté. Mais que pense la population ivoirienne de ce conseil? Nous sommes allés à votre rencontre, reportage de Pierre Dipomélin, Mathurin Badé. Les candidats Bédié et Afi n'ont pas battu campagne à cette élection présidentielle alors qu'ils en avaient droit. Coalisés au sein d'une plateforme d'opposition, ils n'ont pas non plus attendu les résultats de la commission électorale indépendante pour mettre en place ce qu'ils ont appelé un conseil national de transition dirigé par l'ancien président Henri Konan Bédié. Une situation susceptible de réveiller les vieux démons. Pour des Ivoiriens, un gouvernement parallèle ne pourra que mettre l'huile sur un feu déjà suffisamment incandescent. Conseil de transition, moi je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Moi je ne suis pas un homme politique, moi je suis carrément un technicien. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, donc je ne peux pas me prononcer là-dedans. Ça nous fait peur parce qu'en tant que population, quand on entend qu'il y a deux gouvernements, histoire de transition, tout et tout, ça veut dire qu'il y aura forcément conflit. Ce n'est pas quelque chose à faire parce que le président de la République, voilà, a été réélu président de la République. Ils sont allés jusqu'aux élections et donc on pense que c'est le président de la République. On doit marcher selon ce que le peuple a décidé, selon le choix du peuple, c'est de respecter la réélection du président Alassane Ouattara. Pour d'autres, il faut un dialogue pour préserver la quiétude des populations déjà traumatisées par les violences préélectorales. C'est un bras de fer carrément ils sont en train de faire. La solution n'est pas que chacun campe sur son côté. Il faut qu'ils s'asseyent. Il faut qu'en tout cas, quelles que soient les raisons des uns ou des autres, il faut qu'ils s'asseyent pour parler. Tant qu'ils ne parlent pas, il n'y aura pas de solution. Nous, on leur a donné le pouvoir pour nous garder, pour garder notre constitution, pour nous donner la paix, pour nous donner à manger, pour servir ce pays. Ce n'est pas nous transformer en animaux, en train de devenir des animaux en train de courir dans les forêts. Les initiateurs de ce Conseil national de transition, accusés de complot contre l'autorité de l'État, ont été interpellés par la police. La situation politique reste tendue en Côte d'Ivoire. La communauté internationale appelle les différents acteurs ce mercredi à favoriser le dialogue pour le bon dénouement de la crise actuelle. Salif Yalikoué. La proclamation mardi des résultats de l'élection présidentielle ivoirienne, donnant vainqueur le président sortant Alassane Ouattara, porte-étendard du Rassemblement des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, avec 94,27% des suffrages, a fait réagir la communauté internationale. Plusieurs organismes internationaux, pays amis de la Côte d'Ivoire, se sont prononcés sur l'évolution de cette actualité politique ivoirienne, marquée par la mise en place d'un Conseil national de transition par l'opposition ivoirienne qui avait boycotté cette élection. Les États-Unis appellent les leaders en Côte d'Ivoire à montrer leur attachement au processus démocratique et à l'état de droit. Nous exhortons toutes les parties, groupes et individus à s'engager dans un dialogue inclusif pour trouver des solutions pacifiques à leurs désaccords et apaiser les divisions internes. Les griefs liés à l'élection présidentielle doivent être résolus de manière pacifique et transparente dans le cadre légal. L'Union européenne, quant à elle, prend note de l'annonce des résultats provisoires appelant au dialogue. De nombreux Ivoiriens se sont rendus aux urnes, mais de nombreux autres ne l'ont pas fait, soit par choix, soit par empêchement en raison des violences et blocages. L'UE attend de l'ensemble des parties prenantes qu'elles prennent l'initiative en faveur d'un apaisement du climat et d'une reprise du dialogue, en associant les nouvelles générations et en favorisant la réconciliation par des mesures très concrètes
qui permettront de tourner la page de la violence et de la division. Dans une déclaration commune, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies appellent à l'accalmie et au respect de l'ordre constitutionnel. Elles ont été également informées de la création d'un Conseil national de transition par une partie de l'opposition. Elles demandent à ceux qui ont lancé cet appel de revenir sur leurs décisions et de respecter l'ordre constitutionnel et de privilégier la voie du dialogue pour résoudre tout différend. Enfin, elle lance un appel pressant à tous les acteurs politiques, la société civile et tous les Ivoiriens à œuvrer en vue de préserver la paix, la stabilité et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Les résultats définitifs seront proclamés dans quelques jours par le Conseil constitutionnel. Et puis, l'Organisation des Nations Unies condamne les violences observées ces derniers jours en Côte d'Ivoire. Elle appelle au respect de l'ordre constitutionnel. Salif Yelekoué. Le secrétaire général condamne fermement les violences qui ont eu lieu avant, pendant et après l'élection. Il est attristé par les nombreuses pertes en vie humaine et exprime ses profondes condoléances aux familles endeuillées. Telle est la substance de la déclaration du porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans un communiqué via le site de l'institution. Selon le communiqué, M. Guterres a pris note de l'annonce faite par la CEI des résultats provisoires de l'élection présidentielle contestée par l'opposition ivoirienne. Le secrétaire général condamne fermement les violences qui ont eu lieu avant, pendant et après l'élection. Il est attristé par les nombreuses pertes en vie humaine et exprime ses profondes condoléances aux familles endeuillées, conclut-il. La commission électorale indépendante a déclaré hier la réélection de Alassane Ouattara avec 94,27% des suffrages et un taux de participation de 53,90%. Une frange de l'opposition a boycotté ce scrutin. On en vient à la présidentielle aux États-Unis, une élection qui oppose deux candidats, le républicain Donald Trump et le démocrate Joe Biden. Le dépouillement des votes est toujours en cours dans le pays. On fait le point avec Yeli Traoré. Alors que les dépouillements sont toujours en cours dans le Nevada, en Pennsylvanie ou dans le Wisconsin et pourraient se poursuivre mercredi, voire sur plusieurs jours, notamment en raison du niveau record du vote par correspondance, les deux candidats se sont exprimés brièvement pendant la nuit. Vers 2h20 du matin, le président Trump a fait depuis la Maison-Blanche une déclaration dans laquelle il affirme avoir gagné. Je tiens à remercier le peuple américain pour son formidable soutien. Des millions et des millions de personnes ont voté pour nous ce soir. Et un groupe de personnes très tristes tente de priver ce groupe de ses droits. Et nous ne le supporterons pas. Alors même que les résultats dans plusieurs États clés étaient attendus, Donald Trump a accusé le camp démocrate emmené par Joe Biden de fraude, sans donner plus de détails et menacé de saisir la Cour suprême. Nous irons donc à la Cour suprême des États-Unis. Nous voulons que tous les votes cessent. Nous ne voulons pas qu'ils trouvent des bulletins de vote à 4h du matin et les ajoutent à la liste. Le camp du candidat démocrate de Joe Biden a qualifié la prise de parole du président sortant de scandaleuse, sans précédent et fausse. Le candidat, lui, est également sûr de pouvoir gagner l'élection. Nous nous sentons bien là où nous sommes. Nous le sommes vraiment. Je suis ici pour vous dire ce soir que nous pensons être en bonne voie pour gagner cette élection. Cette élection a suscité une très forte participation. 160 millions d'Américains ont voté, soit un taux de participation estimé à 66,9% contre 59,2% en 2016, selon l'US Elections Project. Pour l'emporter, un candidat doit obtenir au moins 270 des 538 grands électeurs attribués au niveau des États. Et avec nous pour parler de cette présidentielle aux États-Unis, le docteur Bangaline Goran, spécialiste en relations internationales. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On l'a vu dans le reportage, le taux de participation, près de 70% d'électeurs. Comment on explique un tel engouement ? Un tel engouement parce que ces élections sont particulières dans l'histoire électorale des États-Unis,
parce que contrairement aux autres années où, disons, la compétition tournait autour des projets des sociétés, cette fois-ci, elle a pris des accents de référendum sur la personne de Donald Trump. Aujourd'hui, la question est posée aux Américains, est-ce qu'ils estiment que la méthode Trump, est-ce que la personne, la figure de Trump reflète l'Amérique? Est-ce que Trump est le président dont ils ont besoin qu'il mérite? Et donc aujourd'hui, de même que sa politique et son personnage a cristallisé, je dirais, les antagonismes sociaux, eh bien ce sont ces antagonismes sociaux-là qu'on retrouve dans la campagne électorale qui fait que la tension, le suspense demeure jusqu'à cet instant. Pouvez-vous nous expliquer comment se déroule l'élection présidentielle aux États-Unis? Alors, contrairement au système traditionnel qu'on connaît, le système américain est un système électoral avec un scrutin indirect. Dans les différents États, l'électorat est appelé à voter 538 grands électeurs. Et ces grands électeurs sont repartis de façon non proportionnelle, parce qu'il y a des États tels que la Californie qui a selon 55 grands électeurs, contrairement à un État comme le Montana qui en a à peine 3. Et donc c'est après le vote dans chaque État des deux listes, la liste qui gagne remporte le nombre total des grands électeurs. C'est ce qu'ils ont appelé le winner take all, donc le gagnant rafle tout au niveau de chaque État. Et il reviendra donc à la fin du dépouillement de ces votes dans chaque État, il reviendra aux différents grands électeurs de lire de façon directe la liste qui sera amenée à conduire la destinée des États-Unis. Quand est-ce qu'on pourra avoir ces résultats justement de cette présidentielle? Il faut encore patienter. Il faut patienter quelques jours, on parle même de 2 semaines, parce que contrairement aux autres années, pour ce scrutin, il y a eu un recours massif de vote par correspondance, lié non seulement au fait qu'il y a eu l'épidémie de coronavirus. Par les années passées, il fallait présenter une justification qui explique qu'on ait recours à ce moyen-là. Mais cette année, c'était relativement libre en vertu de la situation. Et donc, du coup, il y a eu plus de 55 millions d'Américains qui ont eu recours à cela. Et ça a ralenti tout le processus électoral parce qu'il y a des dysfonctionnements informatiques, il y a des ralentissements au niveau du système postal. Et tout cela complique le dépouillement au niveau de ces votes par correspondance. Vous l'avez dit, ce scrutin déchaîne les passions. Quels sont les véritables enjeux finalement de ce scrutin? Il y a un enjeu international parce que les États-Unis, même si la Chine monte en puissance, aujourd'hui sont la grande puissance mondiale. Et donc, celui qui est aujourd'hui à la Maison-Blanche, sa vision du monde dépend aussi, a un impact direct sur, je dirais, la politique internationale ou intérieure de ses alliés traditionnels européens, asiatiques. Mais au-delà même de la scène internationale, il y a aussi un enjeu intérieur parce qu'aujourd'hui, comme on le voit à travers ces élections, la société américaine est profondément divisée sur des questions, on l'a vu avec les émeutes raciales qu'il y a eu dernièrement, est profondément divisée sur la conception que les démocrates et les républicains ont de tout ce qui est mesure de santé à prendre pour protéger les Américains. Et donc, sur plusieurs questions intérieures également, la société américaine est divisée. Et donc, les élections viendront trancher entre la vision des démocrates et la vision des républicains, laquelle des deux conduira la destinée des États-Unis pour les 4 ans à venir. Selon les derniers résultats, Joe Biden serait en tête avec 238 des grands électeurs contre 213 pour Donald Trump. Quand on sait que le président sortant accusait les démocrates de fraude, il revendiquait déjà aussi sa victoire. À quel scénario pourrait-on s'attendre si Joe Biden remportait cette présidentielle? Alors, le scénario auquel on pourrait s'attendre, c'est simplement qu'il saisisse la Cour suprême. Parce qu'il faut comprendre, disons, la stratégie de Trump. Il voit la Cour suprême comme le dernier recours stratégique parce qu'il a réussi, à 8 jours des présidentielles, à faire nommer une magistrate conservatrice à la tête de la Cour suprême, notamment Amy Barrett, qui est de tendance donc, de l'opinion du côté conservateur et donc qui est favorable forcément à l'élection de Trump. Alors, dans le cas de figure où, jusqu'au 10 janvier, s'il y avait un contentieux électoral, dans le cas de figure jusqu'au 10 janvier, ce contentieux-là n'était pas tranché parce qu'il est clair que le mandat du président sortant prend fin à partir du 10 janvier. Si jusqu'au 10 janvier, il n'y a pas encore d'issue au cas où on rentre dans un contentieux électoral, dans ce cas-là, la Constitution prévoit que le pouvoir passe directement au président
de la Chambre des représentants. Alors pour finir, l'Afrique dans tout ça, et la Côte d'Ivoire plus particulièrement, si Joe Biden remportait cette élection, qu'est-ce que cela changerait pour notre pays? Ce qui changerait, c'est, je dirais, l'adoption d'une véritable politique africaine par les États-Unis. Parce que durant les 4 dernières années où Donald Trump a géré la Maison-Blanche, les États-Unis ont réellement ignoré le dossier africain. Ils ont fait ce choix de se préoccuper des affaires intérieures, de se préoccuper des points chauds. Et donc, il n'y a pas eu véritablement de politique africaine. Seulement, dans les derniers mois de son mandat, étant donné qu'il y a une guerre commerciale qui s'est engagée entre les États-Unis et la Chine, alors, les États-Unis se sont retrouvés obligés de venir combattre, concurrencer la Chine sur son terrain favori qu'est l'Afrique. Et donc, il est clair que pour l'Afrique, selon, quel que soit celui qui sera élu, que ce soit Donald Trump comme Joe Biden, il aura une révision de la façon de voir l'Afrique, des relations avec l'Afrique. Merci beaucoup, Dr Bangaïn Goran. Je rappelle que vous êtes spécialiste des relations internationales. Merci à vous également de m'avoir reçu. Merci. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de nos programmes et je vous souhaite à tous une excellente soirée.